Bonjour à tous, aujourd'hui j'ai le plaisir de vous proposer cette 13e clé qui s'intitule La nature, retrouver sa vraie nature. Alors, la nature c'est un des thèmes majeurs et notamment l'un des trois selon moi qui permettent à des gens relativement cartésiens, assez terre à terre, de pouvoir s'ouvrir à une autre perspective et pourquoi pas à la frontière non pas nécessairement de l'irréel, mais à une forme de dimension un petit peu métaphysique. Alors c'est vrai aussi pour l'énergie, que l'on a déjà parcouru dans la clé précédente, et aussi pour tout ce qui est créativité, dans la mesure, la créativité c'est une sorte de téléchargement venu d'un monde des idées un petit peu éloigné quelque part, sur lequel on pourrait en discuter également des heures. Alors, la nature, c'est quelque chose à mon sens, primordial, essentiel, et duquel il est bon, il est sage, à mon sens, de savoir s'en émerveiller. Déjà parce que ça procure un bonheur, et puis aussi parce que c'est une forme, à mon sens, de reconnexion, aussi de constat, d'émerveillement permettant non seulement l'enthousiasme, c'est-à-dire être traversé par le divin, et puis tout simplement ça permet d'accéder à une forme d'harmonie et de bonheur, d'unité. Voilà. Je vais vous citer juste Einstein qui a dit une très belle chose, et je ne voudrais pas l'écorcher dans les mots. Il a dit « Toute personne qui est sérieusement impliquée dans le progrès de la science devient consciente de la présence manifeste d'un esprit largement supérieur à celui de l'homme en face duquel, avec nos modestes facultés, nous devons nous sentir humbles. » Alors, je trouve cette phrase assez profonde, très jolie, et notamment avec cette notion d'humilité devant ce processus naturel si grandiose, aspirant vraiment à quelque part l'extase et la magnificence, dans la mesure où c'est vrai que plus on étudie la science, plus on étudie la nature notamment, et plus on se rend compte des phénomènes qui sont absolument incroyables, et justement j'insiste sur ce mot qui est à la limite difficile à croire, et notamment ensuite à ne pas croire. Alors, prenons quelques exemples, mais ne serait-ce que si vous analysez sur un plan scientifique, à travers la science de l'astronomie, donc c'est-à-dire les astres, etc., etc. Quand on étudie le cosmos littéralement signifie en grec l'ordre. Okay, donc l'univers vient du chaos et naturellement il aspire à une forme d'harmonie, d'équilibre, de balance. Donc ça c'est déjà inspirant en des termes philosophiques. Le cosmos, à vrai dire, c'est régi, pour la faire assez simple, sans rentrer dans les détails physiques, de 4 forces, qui sont la force de la gravité, l'électromagnétisme, la force nucléaire faible et forte. En gros, le fait que la vie soit possible sur la Terre, en quelque sorte sur la Terre, et puis que le cosmos, entre guillemets, se maintienne, se contienne, etc., et notamment que la vie soit possible sur cette présente Terre, c'est une conjonction d'un nombre de paramètres absolument extraordinaires. Un peu plus, un peu moins, aurait fait que on soit brûlé, ou tout simplement qu'on soit gelé, qu'on soit à moins 150 degrés et la vie n'était pas possible, et ainsi de suite. Ou à 60 degrés, on sait très bien ce que ça engendrait. C'est notamment toutes les préoccupations du réchauffement climatique. Donc, rien que ce genre de bon dosage aspire nécessairement à l'admiration, parce qu'on peut se dire « waouh, c'est quand même bien fait ». Alors vous allez me dire « oui, mais si c'était pas bien fait, on serait pas là pour le voir ». C'est un état des faits, c'est par l'absurde aussi qu'on peut admirer ce genre de prouesse. Alors, ça c'est la première chose. Deuxième chose, enfin deuxième point par rapport à cette admiration, ce nombre de probabilités, c'est en fait, si vous voulez, de l'ordre de numérique, et pour avoir un petit peu la représentation, je vous l'ai déjà dit, mais je le répète parce que c'est pour moi c'est essentiel, le fait que toutes les données soient compatibles et que la vie soit possible sur Terre, à savoir la nôtre, et c'est quand même le fruit d'une certaine chance, c'est comme si on essayait d'atteindre une cible qui serait pas plus grande qu'un timbre-poste, à savoir 1 cm par 1 cm, depuis positionné à 14 milliards d'années-lumière. Alors, de là, on peut vraiment se dire quand même que le hasard est soit très très chanceux, soit extrêmement précis. Mais dans les deux cas de figure, encore une fois, ça force à l'admiration.
Une autre analogie, enfin 2 autres très simples, c'est comme si on mettait, une bombe dans une imprimerie avec potentiellement juste des machines à écrire et que de là, bah, en sortait, une superbe bibliothèque avec, des ouvrages bien faits, ordonnés par département, par ordre alphabétique et cetera et cetera. Bon, dernière analogie, c'est en gros comme si on mettait, plein de pièces et de composants d'un avion sur des milliers de kilomètres sans sens et que à l'issue d'une tornade, donc un hasard, à l'issue de ça, on obtenait un superbe oiseau de fer. Bon, c'est vrai que c'est pour ça que quelque part, cette notion de hasard, il a bon dos parce que c'est vrai que bon, c'est un peu quand même de l'ordre, il y a une infinité de chances que c'était possible. Donc encore une fois, je me répète, soit le hasard a beaucoup de chance, soit il est très très précis. Alors, autre point, parce que au-delà des statistiques, des probabilités, etc., ne serait-ce que si vous prenez la vôtre, hein, 1 million d'ovaires de par maman et des millions de spermatozoïdes de par papa, vous aviez une chance sur 1 point, enfin 1400 milliards de chances de venir sur la Terre. Donc déjà, pareil, c'est des probabilités absolument qui font, enfin qui sont même difficiles de se représenter. Tout ça pour dire que c'est une chance. Et c'est quelque part, la nature, à mon sens, est aussi magique. Alors, on peut aussi l'observer de manière un peu plus terre à terre. C'est pour ça que la nature, pour moi, elle rassemble, parce qu'elle peut en fait fasciner autant le chaman, le mystique, etc., qu'elle peut fasciner le paysan, très terre à terre. Toute ma famille vient de la paysannerie, étaient des hommes de la terre. Mes voisins, tout mon entourage ici, c'est les rizières, hein, donc je vis dans un village, donc c'est des paysans, c'est des gens vraiment, et je m'intéresse, et je vous expliquerai un petit peu comment ils envisagent la collaboration avec la nature. Ça n'a rien à voir avec ce que nous avons dans notre société dite moderne. Donc, en fait, c'est à mon sens autant sur un plan même scientifique, c'est-à-dire même vous êtes ingénieur agricole, c'est encore une approche différente de la nature. Mais cela étant, tout converge quelque part. Et donc, dans cette approche, quand on a juste une observation assez simple, hein, que ce soit l'organisation absolument, l'orchestration extraordinaire d'une ruche, comment elle s'organise entre elles, comment la hiérarchie est respectée, comment une fourmilière de la même manière, comment les oiseaux migrateurs retrouvent leur chemin grâce à des lignes, on va dire, magnétiques. Comment est-ce possible qu'ils se coordonnent, synchronisent quand ils volent ensemble et qu'ils ont par exemple des rotations. C'est pas de l'ordre du stimuli, c'est une conscience supérieure. C'est comme s'ils avaient une conscience collective. C'est ce qu'on appelle les champs morphopsychologiques, la résonance morphopsychologique, etc. Donc tout ça, c'est littéralement fascinant. Vous en avez des tailles d'état. Quand vous étudiez par exemple ne serait-ce que la forêt, qui semble la forêt, et notamment les arbres en général, c'est pour moi une source d'inspiration incroyable, métaphorique notamment. C'est un enseignement sacré. Quand on étudie la forêt, ne serait-ce que la pousse des arbres, etc., la manière dont ils sont orchestrés entre eux, sur un plan, on va dire, social, sociétal, ils communiquent entre eux, ils s'échangent des informations par le biais d'ondes, par le biais de magnétisme, par le biais d'une connexion un petit peu comme neuronale avec les champignons, etc. Donc c'est un petit peu comme s'ils avaient recréé avant l'heure, depuis la nuit des temps, l'Internet. Si par exemple ils ont une menace extérieure, que je sais pas, des chevreuils commencent à venir manger un peu trop de leurs feuilles, et ben systématiquement ils vont se transmettre l'information et ils vont sécréter une substance amère pour éviter qu'on mange trop de feuilles. Enfin, donc ça va pas affecter les animaux, vont pas être affectés, hein, vont pas mourir, mais vont juste s'en détourner. On peut se dire quand même, il y a une intelligence derrière tout ça, il y a une espèce de volonté de se préserver, de s'étendre, etc. Et c'est juste fascinant. Les arbres ont ce côté, et donc ça c'est le lien avec cette notion de complémentarité, ils sécrètent ce qu'on appelle, ce qui n'est pas très connu, des phytoncides. Des phytoncides, en fait, c'est comme des petites particules invisibles, mais qui permettent de sécréter chez l'humain des hormones de bonheur. Alors, des endorphines, entre autres. Et en fait, c'est pour ça que dans la nature, alors il y a aussi un calme, etc., une énergie, des fréquences qui font que, sérénité, mais dans l'absolu, c'est un petit peu comme si vous aviez, je sais pas, de l'éthanol, de l'alcool, ou je sais pas, de la DMT, une substance qui est liée à la drogue, ou bien de la THC
du cannabis, ce genre de choses, en fait, qui vous mettaient un petit peu à l'aise, détendu, stone, etc. Et donc, c'est pour ça qu'au contact de la nature, on a cette fréquence qui revient, etc. Donc, tout ça pour dire que c'est quand même extrêmement bien fait et quelque part, pour moi, c'est tout simplement comme si c'était une galerie d'art. L'art de vivre, du vivant, dans sa manifestation la plus généreuse, la plus puissante. La nature est généreuse dans l'absolu, hein, elle donne tout ce qu'elle a. Une fleur ne choisit pas ah lui je l'aime pas, c'est un con, etc. Elle émet, le soleil c'est pareil, enfin tout est comme ça. Et en fait, quand on recouvre cette vue d'enfant intérieur, quelque part on s'ouvre à toute ce côté un petit peu même à la limite du féerique et magique. Alors notamment, c'était Victor Hugo qui a toujours dit que ces deux sources d'inspiration étaient ses guides, donc ses anges. C'est pas très rationnel, mais c'est comme ça pour un grand scientifique. Et d'autre part, l'observation de la nature. C'est pour ça qu'il a mis en place des systèmes hydrauliques, hydriques, de vol en s'inspirant des oiseaux, etc. Il disait que vraiment, la nature, en l'observant, il arrivait à puiser des informations. Donc ça, c'est quand même assez fascinant. Et au-delà, en fait, la nature, au-delà de l'inspiration, à travers notamment le constat, l'admiration, c'est aussi, va s'installer une sorte de communication subtile. Et c'est en ce sens où Victor Hugo disait, c'est une triste chose de réaliser que la nature parle, mais que le genre humain reste sourd. Donc il y a une forme de connexion subtile, bien entendu, si on est un peu bourrin et bourru, etc., et que vous ne capterez jamais, c'est évident, mais s'instaure une forme des messages subliminaux qui vous sont propres, prêts à décrypter, à décoder, etc., un peu comme une énigme, c'est un peu un jeu de pistes, c'est assez intéressant, c'est un peu énigmatique, et oui, s'instaure des synchronicités qui sont là systématiquement. Alors pour ce faire, pour les décrypter, pour les déchiffrer, il faut, être assez sensible, c'est-à-dire que les sens sont développés, notamment le sixième, pour pouvoir les accueillir, et ensuite les ouvrir, les déchiffrer. Et donc il faut être sensible et réceptif, bien entendu. Mais ça, c'est entre guillemets une gymnastique. Donc, et plus vous allez le faire, et plus vous allez sentir la nature, le poumon cosmique, le vivant s'exprimer à travers vous, et vous allez de plus en plus, entre guillemets, l'exprimer et l'expérimenter. Et là s'instaure une espèce de connexion profonde qui vous sent vous relier à quelque chose, c'est-à-dire que vous n'êtes plus scindé et détaché, vous avez cette impression de complétude et d'entièreté. Alors évidemment, vous êtes séparé de l'arbre, mais vous le sentez dans votre champ de conscience, parce que notamment, il est retranscrit à l'intérieur de votre cerveau. Hein. Quand vous avez une chose que vous voyez, ça veut dire que vous l'avez réencodé. C'est vrai pour toutes les choses de l'univers. Et donc, mais vous avez cette proximité énergétique quelque part. Donc, notamment tout ce qui est codification hertzien, à savoir les couleurs et autres, hein, les formes, tout ça, c'est des encodages chimiques, neurologiques, etc. Bon, bref. Tout ça pour dire, en fait, que oui, plus on s'ouvre à cette forme, et plus on recouvre ce qu'on a perdu. À savoir cette espèce de fragmentation qui date non pas d'hier, de l'hyperconsommation et autres. C'est un cheminement qui date, on va dire, à peu près de 3-4 siècles. Hein. C'est René Descartes hein, qui a un petit peu sonné le glas avec son fameux... de démontrer de manière cartésienne que tout doit être, entre guillemets, rationnel. Enfin, ça c'est une manière interprétée galvaudée, parce qu'il était aussi relativement... c'était un occultiste en parallèle, il avait des activités proches des Rosicruciens, etc. Donc il était très ouvert, hein, il n'était pas exclusif, mais cette idée de je pense donc je suis, de moi et le monde, duquel on s'extériorise, à la base, on va dire une vision biaisée, réduite, à travers un trou de serrure quelque part. Et c'est ce qui a fait en sorte, avec les ans, les années, que
on s'est fragmenté, on est devenu une société hors sol, quelque part. Cette névrose sociétale est aussi le fruit de ce manque de connexion aux vibrations de la Terre, tout simplement. Les chaussures qui nous fait en sorte qu'on on touche plus le sol. Alors je dis pas qu'il faut être toujours pieds nus parce que si on serait abîmé, on aurait mal aux pieds, mais c'est vrai que de temps en temps c'est bien de pouvoir palper la terre, la vraie, quoi. Et même que ce soit dans un parc, si vous êtes citadin, etc. Mais quelque part, on est devenu véritablement hors sol. Et de ce fait, c'est pas très compliqué de constater, hein. J'ai vécu 7 ans à Paris, j'ai fait 10 ans à Shanghai. Dans le bitume, dans les buildings, etc., où vous voyez parfois pas la nature, perte de vue. Bon, heureusement, il y a des parcs, mais c'est pas encore la même chose, c'est déjà pas mal. Et c'est évident que comment voulez-vous, dans la grisaille, même s'il fait beau, hein, dans la grisaille du bitume, dans une énergie neutre, parce que le ciment, c'est pas une énergie transcendantale, hein. Je veux dire, même la couleur grise, c'est pas... Vous le voyez, hein, justement, cette métaphore volontaire du mur, en fait, qui met les portes que vous voulez, et puis la dureté du gris comparé au vert de la nature qui reprend ses droits, parce que si on ne taille pas, on en aura partout, et ça supplantera le mur qui, dans 10 ans, va s'écrouler. Donc bref, c'était un moyen subtil d'apporter des messages depuis un petit moment, mais bon bref, tout ça pour dire, c'est évident que si on est sans arrêt déconnecté de la nature, hors sol, forcément on ne vivra pas de la même manière, et c'est un petit peu comme si vous essayiez de faire, je sais pas, du qigong, de l'aérobic, etc., avec une armure du Moyen-Âge. Pas très pratique le truc, hein. Donc c'est vrai que ça, le fait d'être hors sol, déconnecté de la nature, de notre vraie nature, et cette illusion d'avoir segmenté, fragmenté et l'avoir mis de l'extérieur, a fait qu'on a créé une scission artificielle, parce que on a coupé le cordon ombilical, alors que la Terre-Mère, désolé de la personnalifier comme ça, la personnaliser, Gaïa, Terre-Mère, Dame Nature, peu importe, c'est notre mère nourricière, c'est elle qui nous donne à bouffer. Il faut être quand même assez terre à terre, justement, dans notre approche. Et en fait, cette idée d'avoir, entre guillemets, mais ça c'est une vision qui date du 15e, 16e, 17e siècle, qui a été véritablement cette hégémonie, cette mégalomanie de l'homme blanc, quelque part, des sociétés dites avancées chrétiennes, hein, catholiques et protestantes, qui voulaient conquérir, qui pensaient avoir la vérité, qui voulaient conquérir le monde, etc., en asservissant des peuples. L'esclavage, la colonisation, tout ça, c'est un non-sens, hein. Je veux dire, quand vous voyez qu'il y a encore... ségrégation est encore pratiquée aux États-Unis il y a moins de 100 ans, où c'était logique de faire des pogroms de blacks, etc. Enfin, très logique. Ou même, je sais pas, en Australie, encore dans les années 60, il y avait des bus pour les blacks et pour les noirs, ou les indigènes, les aborigènes, notamment d'Australie, de la même manière en Afrique du Sud, quand j'avais 14 ans, c'est-à-dire en 94, c'est juste un non-sens. Bon, bref. Et ça, en fait, c'est aussi à l'image du rapport qu'on a fait avec la nature. C'est en gros, c'est notre esclave, c'est notre larbin, et puis on la spolie, on fait de la culture de masse, intensive, extensive. Alors on va se justifier en disant oui, mais il fallait faire bouffer la planète. C'est vrai, bon, on a vu que c'était pas vraiment vrai, parce que moi je me souviens en 84 être traumatisé par la famine en Éthiopie. Donc quelque part, non, il y avait la répartition des richesses n'était pas dans ce sens, mais la culture intensive, elle est artificielle, elle est hors sol, elle est pas harmonieuse, elle n'est pas dans le respect de la vie, ne serait-ce que même dans l'abattage des animaux, dans le fait de ne pas les traiter correctement, dans le respect de la vie. Les chamans n'ont pas de problème avec le fait de manger des animaux, dès lors qu'ils expliquent à l'esprit, etc., le rituel, et qu'ils font les choses dans le respect de la vie. C'est différent encore. Mais cette culture intensive, à savoir j'expate, je pompe en fait, je pompe, je puise. En fait, je suis un zappeur et complètement injuste. C'est-à-dire que je la spolie, je la salis, je la souille littéralement. Et après, je te jette comme un vieux Kleenex, que j'en ai rien à foutre. J'ai niqué, désolé, hein, 50% des espèces en 50 ans, mais elle est à mon service. Et ça, en fait, d'avoir, entre guillemets, spolier cette dimension de non, c'est pas une compétition, c'est pas une guerre,
c'est une collaboration, elle est là pour nous, elle nous sert, elle nous dessert, elle nous rend service plutôt qu'autre chose, autant l'honorer, la gratifier. Moi, je vois ici, en fait, à Bali, c'est très intéressant, cette communion qu'ils ont avec la nature. Bon, en parallèle, ça pollue bien au niveau du plastique, mais ça, c'est une autre histoire, c'est le manque d'éducation qui fait qu'ils ne savent pas que c'est biodégradable. C'est une autre histoire, mais disons que ils vont commencer à tâter le sol, ils regardent plus ou moins les astres, ils demandent aux ancêtres, les esprits, etc. etc. Et si la terre est prête, ils le font, ils commencent les récoltes, et sinon ils ne le font pas. Et d'ailleurs, les récoltes, ils le font en famille, etc., avec les voisins. Enfin, c'est tout un rituel à la fois culturel, spirituel, et puis aussi sociologique qui permet la cohésion. Mais c'est une source d'inspiration parce que je trouve ça très très beau. Mais c'est surtout en fait ce non-respect, la jachère, etc., etc. C'est comme si vous essayez de puiser, je sais pas, vous essayez de faire en sorte que on serait des machines, par exemple les vaches, de leur extraire 4 fois du lait par jour, ça existe, hein. Il y a des pays qui le font, c'est pas sain. Je veux dire, c'est comme si moi, en tant qu'homme, on me disait vas-y, sois un pondeur et tu vas faire l'amour à 7 femmes et donc tu vas éjaculer 7 fois. Vous allez me faire une journée, je vais être mort, le lendemain j'y arriverai pas. Et puis c'est pas sain dans l'absolu. Je veux dire, c'est pas fait avec des belles vibrations quelque part. Donc, et d'ailleurs, pour revenir avec cette notion ici à Bali, donc c'est hindou et essentiellement animiste, les cultures que l'on a qualifiées de paganisme, païen de manière négative, le paganisme, en fait, c'est la spiritualité naturelle de l'homme à la base, hein, que ce soit les Stone Age, etc. Ils sont en communion avec la nature. Et bon, ils n'ont pas le label, entre guillemets, c'est comme s'ils n'avaient pas le diplôme reconnu par les institutions de croire en quelque chose, mais l'animisme, c'est ni plus ni moins que la croyance des esprits dans l'absolu, l'esprit de la nature, la force de la nature d'une plante, mais qui ne sont que des ramifications de la divinité absolue, c'est-à-dire de la même manière, hein, dans le polythéisme, c'est un monothéisme déguisé, entre guillemets, qui n'est pas compris. Il y a toujours le chef du panthéon, comme Zeus, comme Brahma, c'est le dieu des dieux, et ensuite vous avez les ramifications qui ne sont autres que des aptitudes de Dieu. D'ailleurs, le premier monothéisme n'est pas le judaïsme, c'est Akhenaton, c'est l'Égypte ancienne, et qu'est-ce qu'il fait? En fait, il donne le label d'Aton, le dieu soleil, que l'on a bien dans la face en ce moment, et qui se lève d'ailleurs, qui est lié à la nature, et quelque part qui nous nourrit, et qui incarnait pour lui, en fait c'était le moyen de réhabiliter les 44 néthers, qui étaient des sortes de petits dieux, des cultes, 44 néthers de la Basse-Égypte et de la Haute-Égypte, et ainsi, ça faisait 88 dieux, en disant, voilà, un rayon, c'est un éther, et la totalité appartient à la grande conscience. Et en fait, c'est le même principe dans le polythéisme, et il n'y a pas de bataille à avoir, il y a une unicité aussi à l'intérieur du polythéisme. Voilà. Alors, encore une fois, c'est vraiment intéressant de voir et d'analyser ce schéma sociétal qui fait qu'on s'est complètement déconnecté. Alors le but, c'est pas de trouver des fautifs, etc., et de pleurer et d'être aigri pendant des années. C'est tout simplement de tenter de soi-même se reconnecter à cette propre nature, de manger mieux aussi. On verra un volet sur la nutrition dans le futur, hein, dans la série pratique. Mais disons que se synchroniser à la nature est à mon sens essentiel et même, je dirais, vital. Les névroses, les dépressions, etc. peuvent être la conséquence d'un manque, avoué ou pas, conscient ou inconscient, mais en tout cas, c'est sûr que ça crée une carence. Alors, de manière pratique, je vous invite véritablement, si vous pouvez, aller en forêt ou bien dans un parc, tout simplement, et de prendre du temps dans le silence, seul, et puis vous observez. Vous mettez sur un banc, vous entendez ces superbes sons d'oiseaux, de ci, de là. Vous regardez en fait les arbres et tentez par exemple de prendre une plante ou un arbre et de focaliser sur le vert, la couleur verte. Ok. Et cette couleur verte qui correspond à un niveau de fréquence énergétique, hein, c'est un fait, hein, si vous preniez un appareil pour le mesurer, vous verriez le même nombre d'hertz entre la plante et ça. Sachant qu'en fait c'est connecté à un centre énergétique, ici le quatrième, au centre qui est le chakra cœur. Donc c'est un centre énergétique. Donc dès lors que vous voyez cette chemise, vous êtes coordonnés, vous êtes en symbiose énergétique, vous êtes synchronisés sur le chakra cœur et aussi sur le chakra de la nature en fait. Donc quelque part,
en fait, c'est de se dire, ok, ça vibre, donc ça vibre, il y a une réverbération, entre guillemets, entre la plante et moi. Et quelque part, va s'instaurer, quand vous êtes vraiment dans le lâcher-prise, c'est une méditation consciente, enfin, disons, ciel ouvert, de pleine conscience, dans le sens de, à un moment, entre l'objet observé, vous-même, en tant qu'observateur, et le fait d'observer, ça va faire un bloc. C'est-à-dire qu'à un moment, c'est comme quand vous êtes devant un paysage et que vous êtes comment dire, en émerveillement. Bah, il n'y a plus de vous, le paysage, machin, c'est boum, c'est un bloc. C'est un bloc admiratif quelque part. C'est le vivant qui s'exprime en tant qu'étincelle. Ben, c'est le même principe en fait. Donc de là, je vous invite vraiment à faire le test, donc, ce test-là en l'occurrence, et puis plein d'autres tests, de se reconnecter. Petit à petit, vous allez laisser la place qui est la sienne et la vôtre dans ce poumon cosmique, et vous allez vous synchroniser avec la nature, la ressentir, et même ça va devenir un besoin limite physiologique, vital, d'aller vous ressourcer de temps en temps, un petit peu comme vous rechargeriez vos batteries. Voilà, je vous invite véritablement à réfléchir, à méditer passivement, activement et intuitivement sur ces différents éléments. Regardez éventuellement la vidéo différentes fois, prendre des notes, les reformuler, les synthétiser, en discuter en tant que transmission à quelqu'un pour voir visualiser votre degré de compréhension, d'acceptation aussi, éventuellement de faire des recherches complémentaires parce que Dieu sait qu'on a à faire. Et puis c'est surtout aussi de partager cette vidéo pour voir un petit peu la perception d'autres personnes, éventuellement de mettre en commun pour ouvrir les champs de conscience. Il ne s'agit que d'une clé parmi tant d'autres. Seul vous êtes le serrurier. Petit à petit, avec ces différentes clés, on tend à ce que vous façonniez votre propre passe-partout. C'est l'objectif ultime. Et surtout, encore une fois, bien entendu, c'est sans fin, dans la mesure aussi où tous les chemins mènent à Rome et au Dôme. À bon entendeur. Salut.